L'air du temps, Léa Moscona. Le 20 juillet 1906 fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Archive exceptionnelle que vous venez d'entendre, c'est la voix du capitaine Alfred Dreyfus. C'est un document sonore qui a été enregistré en 1912 et c'est une archive qui est détenue par la Bibliothèque nationale de France. Alors distinctement, vous avez entendu cette date, le 20 juillet 1906. C'est l'année de la réparation pour le capitaine Alfred Dreyfus. Rappelons un peu l'histoire. Le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus est condamné par un tribunal militaire à la dégradation publique et à la déportation à vie. Il a été reconnu coupable de haute trahison et il faudra attendre quand même 12 années pour qu'il soit pleinement réhabilité dans ses droits. 12 ans d'une affaire très complexe, une affaire d'État devenue par la suite un conflit social et politique majeur de la Troisième République. Nous allons, au cours de cette émission, survoler évidemment cette affaire Dreyfus, cette histoire dans l'air du temps, mais à travers la visite de ce tout nouveau musée Dreyfus qui vient d'être inauguré. C'était en octobre dernier par le président Emmanuel Macron. Et pour en parler ce matin, mon invité, il s'agit de Joël Rochard, président du Cercle Bernard Lazare, trésorier du musée Dreyfus et également président de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola. Bonjour Joël Rochard. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous proposer une visite virtuelle, bien évidemment. Sachez, pour tous ceux qui nous écoutent, que cet après-midi, vous pourrez voir notre émission et vous verrez défiler toutes les photographies de ce musée. Cela vous donnera un avant-goût, si j'ose dire, de ce musée Dreyfus qui est à Médan, au 26 rue Pasteur à Médan. Un petit numéro de téléphone si vous avez envie de vous y rendre et de vous renseigner. 01 39 75 35 65. On en parlera encore tout à l'heure. Alors, je viens de dire, Joël, que c'est une histoire extrêmement complexe et qu'il fallait bien un musée pour le rendre intelligible, pour la rendre intelligible, cette affaire Dreyfus. Pourquoi aura-t-il fallu attendre autant de temps pour en avoir un ? D'abord parce que les historiens ne raisonnaient pas forcément en musée. Ils raisonnaient en publication, en investigation dans les archives, en colloques, mais ne raisonnaient pas en musée. Ensuite, il y a des fonds, des collections Dreyfus réparties dans beaucoup d'institutions. C'est la Bibliothèque nationale que vous avez citée, c'est la Cour de cassation, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est également le musée du barreau de Paris. Chacun a des collections, mais pas suffisamment pour envisager d'en faire un musée, et ça n'est pas leur vocation non plus. La Cour de cassation n'est pas un musée, et le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui parle de l'affaire Dreyfus tout en haut au deuxième étage, doit se consacrer aussi à d'autres termes. Mais l'idée même d'un musée, quelle est la genèse de ce musée ? Quand est-ce qu'elle est venue ? Elle a germé dans la tête de Pierre Berger, je crois. L'idée vient de Pierre Berger. Quand Pierre Berger a pris en main l'association pour rénover la maison de Zola, cette maison qui était un petit peu en déshérence, n'était plus en très bon état, qu'il fallait reprendre, Pierre Berger a dit, mais Zola et Dreyfus sont intimement liés par le J'accuse de Zola, 13 janvier 98, et donc, quand nous aurons fini de rénover le musée Zola, et la maison de Zola, il faudra faire un musée Dreyfus à côté. Et donc, c'est cette volonté d'une petite équipe menée par Pierre Berger qui aboutit à réaliser enfin ce musée Dreyfus qui n'existait pas en France. Alors aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas de bâtiment, d'immeuble Dreyfus. Il n'y avait pas de maison Dreyfus. La prison du Cherche-Midi n'existe plus. L'école militaire, l'armée n'aurait jamais voulu mettre un musée Dreyfus dans un des bâtiments. Il suffit de voir les difficultés qu'a eu Serge Klarsfeld pour mettre une plaque devant l'école militaire. Et puis, l'île du Diable... en Guyane est beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, si on peut visiter les îles du Salut,
on ne peut pas visiter l'île du Diable. Et on sait pourquoi il y a cette réticence. Ça sera peut-être l'étape suivante. Alors, on va revenir sur la personnalité du capitaine Dreyfus et puis surtout la façon dont il y a dans ce musée une certaine scénographie pour montrer cette affaire qui est extrêmement complexe. Le camp Dreyfusard, le camp anti-Dreyfusard, comment est-ce qu'ils sont présentés, comment les deux camps communiquaient. Vous allez nous parler de tout ça, mais revenons sur le capitaine Alfred Dreyfus et je voudrais qu'on écoute les mots de Philippe Auriol, grand historien spécialiste de l'affaire Dreyfus et également de Bernard Lazare. On va écouter ces mots. Il nous parle de la personnalité d'Alfred Dreyfus et puis également du duo avec Émile Zola. C'était quelqu'un de complètement introverti, complètement inhibé, quelqu'un qui était un scientifique, polytechnicien, et qui partait du principe que l'émotion n'avait pas sa place dans la discussion et que seule la raison avait sa place. Quand on voit ces deux photos-là, en fait, ce sont deux photos qui sont prises à quelques années d'écart. Là, il est lieutenant, 2 bandes. Là, il est capitaine, 3 bandes. En fait, c'est exactement la même photo. Il a la même expression, la même attitude, exactement la même manière de tenir sa tête par rapport à ses épaules. Ces 2 enfants de la République, le jeune Italien Zola, puis de l'autre côté, l'Israélite, comme on disait à l'époque, Alfred Dreyfus, qui va devenir un militaire qui était amené probablement à avoir le plus haut grade possible, et peut-être même plus que ça, quoi. Il a eu une carrière absolument somptueuse. Alors, on va parler du duo Zola-Dreyfus, mais d'abord, Alfred Dreyfus lui-même, sa personnalité, quelle a été sa carrière, et puis surtout, comment on peut expliquer cette force de cet homme qui paraît frêle? Alors d'abord, c'est une famille alsacienne qui n'a pas voulu devenir allemande en 1870. Donc, assez jeune, Alfred Dreyfus arrivera à Paris, fait des études tout à fait normales en taupe et entre à l'école polytechnique. Et à cette époque, beaucoup de politiciens choisissaient l'armée. Donc, il a pris l'armée, les polytechniciens choisissaient l'artillerie et le génie, les armes techniques, les Saint-Cyriens, l'infanterie et la cavalerie. Voilà. Il choisit l'armée, il est brillant, il est doué pour les maths, ce qui est utile en artillerie, il fait l'école de guerre, il commence à être officier d'état-major, il allait faire une carrière le menant à être général. Voilà au point où on en arrive. L'élève parfait, le militaire parfait, j'allais dire. En 1894, le militaire parfait, c'est cette génération qui va donner certains des maréchaux polytechniciens comme Foch et Joffre. Voilà. Et surtout, c'est un homme intègre, c'est un homme droit. On le sent bien dans ce que dit Philippe Auriol. C'est quelqu'un d'un peu introverti, quelqu'un de très discret. Il ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait, puisque c'était des accusations qui étaient totalement fausses. Et on l'accusait de choses qu'il n'avait pas faites, ce qui était invraisemblable, et évidemment, on lui reprochait d'être juif et donc de ne pas être tout à fait français, alors que né en Alsace française, il est d'une famille qui a voulu rester française et qui est venue à Paris. Donc, c'était quelqu'un qui était plus français que les autres, peut-être, et on lui reprochait d'être moins français que les autres. Et cette force, alors comment peut-on expliquer qu'il a tenu toutes ces années? Alors, il y a eu une discussion, vous vous souvenez qu'il était gracié par le président de la République. La grâce n'efface pas la condamnation, mais dispense de la peine. Et certains voulaient que Dreyfus se batte jusqu'au bout. Et Dreyfus, ayant passé plusieurs années sur l'île du Diable, dans des conditions de détention épouvantables, attaché la nuit, son courrier était pas seulement lu, mais était recopié de façon à ce qu'il ne puisse pas faire passer un message, etc. Avec une fenêtre aveugle, hein, on lui avait dressé un mur devant il n'avait pas le droit de voir ne serait-ce que la mer et le paysage. Il y avait de quoi devenir fou. Certains ont pensé qu'il aurait dû refuser la grâce et se battre jusqu'au bout. Lui a été épuisé et n'a pas voulu repartir à l'île du Diable, où il aurait fini dans la démence. Voilà. Alors avant peut-être de parler du duo avec Zola, vous êtes président du Cercle Bernard Lazare, il y a un homme, c'est Bernard Lazare. Bernard Lazare peut être intermédiaire entre le début de l'affaire et Zola, c'est vraiment... Alors Bernard Lazare
il est journaliste, il est anarchiste, il est juif, loin du judaïsme, mais très sensible à l'antisémitisme, oui. Et il va tout de suite comprendre la composante antisémite qu'il y a dans l'affaire Dreyfus. Et il va militer, il va écrire, il va publier, et il va essayer d'aller voir Zola, qu'il va finalement le voir, et il va sensibiliser Zola. Mmh. Et Zola va faire de l'affaire Dreyfus son problème et sa question. Il va, en 1897, dans le Figaro, publier un article en faveur des Juifs, qui était accusé de toutes sortes de choses, à l'époque, je dirais déjà, et il va publier J'accuse. Mais J'accuse, c'est du Zola à 100%, ce n'est pas du Bernard Lazare. Alors, Bernard Lazare va mourir jeune et ne verra pas la réhabilitation de Dreyfus. Oui, c'est plutôt malheureux. Zola non plus d'ailleurs. Eh oui, ils ont eu un destin funeste. Donc Bernard Lazare est quand même celui qui va solliciter Zola. Alors revenons maintenant sur ce couple Dreyfus-Zola, le parallèle que l'on peut établir entre les deux personnalités. Très distinctes, très distinctes ces personnalités. Je dirais que Dreyfus, polytechnicien militaire, était tout à fait dans une certaine forme de tradition. Oui. Dans le langage d'école polytechnique, on dirait qu'il était tradi. Et Zola, lui, n'était pas exactement fils d'italien, car son père s'était engagé dans la Légion étrangère pour pouvoir devenir français. Donc quand Zola est né, son père était français. Et la mère de Zola était française. Et Zola ne parlait pas italien, il faut le dire. Et ils vont se rencontrer sur cette affaire Dreyfus, mais ils se sont rencontrés, je dirais intellectuellement, pas physiquement, car Zola, quand il publie J'accuse, n'a pas rencontré Dreyfus. Et Zola ne rencontrera Dreyfus qu'après, quand Dreyfus rentrera en France, et Zola ne l'a rencontré que 3 fois. Et Dreyfus n'est jamais allé à Médan, à la maison de Zola. Donc ce sont des gens qui vont se battre ensemble, du même côté, sans se rencontrer. Mais alors le point commun, ce qui est extraordinaire. Entre les deux, vous en voyez un le point commun, c'est que Dreyfus est une victime, et que Zola est un combattant, et qu'ils sont du même côté de la barrière. Alors donc vous le dites, le J'accuse, c'est du 100% Zola, c'est ce que vous dites. C'est le texte qui a tout bouleversé finalement. Ce J'accuse, c'est le point d'inflexion dans l'affaire. Alors Zola se met dans une situation très particulière. Il accuse, et c'est lui qui va se retrouver au palais de justice. Oui. Et c'est donc lui qui va créer l'occasion permettant d'ouvrir le débat et d'aller jusqu'au palais de justice. Débat qui n'est pas évident, puisque Zola va se faire condamner, qu'il est obligé de quitter la France pour pas exécuter sa peine, qu'il bénéficiera de la loi d'amnistie, etc. Mais Zola commet délibérément l'infraction d'atteinte à l'armée pour obliger au débat. Alors, si nous sommes là ce matin, c'est pour parler du musée, de ce musée Dreyfus qui vient d'ouvrir. Alors, on le comprend à travers vos mots, Joël Rochard, l'affaire Dreyfus est complexe, il y a de nombreux rebondissements. Alors, comment est-il conçu ce musée ? Comment est-ce qu'on peut faire passer cette affaire à travers un musée, à travers une scénographie particulière ? Alors, c'est un musée républicain, c'est un musée qui montre le drame pour la République qu'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus pose un problème de droits de l'homme, pose un problème de droit de la défense et de justice. Et je rappellerai ce que disait un humoriste, que la justice militaire est à la justice que la musique militaire est à la musique. Et ces tribunaux militaires vont perdurer et ne seront abolis que par Badinter, ministre de la Justice. Donc c'est une vision très particulière. Et puis, il y a aussi le cléricalisme, l'antisémitisme,
et qui vont faire des parties très importantes du musée. Donc le musée commence déjà par des centaines de photographies. Toutes les personnes qui interviennent dans l'affaire Dreyfus, nous les voyons sur les écrans, puisque la radio a maintenant des images. Et voilà, cet après-midi sur radioj.fr, vous pourrez découvrir. Et vous voyez donc l'émission. toutes les personnes qui sont intervenues, un titre ou un autre, c'est l'entrée du musée. Il y a une section qui fait près de 30%, qui montre ce qu'était l'antisémitisme, 30% de la surface, qui montre ce qu'était l'antisémitisme à cette époque. Une chose épouvantable, qui serait interdit de tomber sous le coup de la loi aujourd'hui, sous le coup de la loi Pleven ou de la loi Guesso, mais d'une violence dont nous n'avons pas idée actuellement. Tant au niveau des mots qu'au niveau des images. Voilà. Et des affirmations. Un traître, des balles dans la peau, n'achetez pas chez les Juifs. Enfin, ce sont des choses invraisemblables. Le musée montre aussi l'émotion dans le pays et le partage du pays entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et il y a même une sorte d'attraction extraordinaire. Nous avons retrouvé les chansons que chantaient les chanteurs de rue. Et il y avait Philippe Auriol, qui est le meilleur spécialiste de l'affaire Dreyfus actuellement, en a retrouvé 380. Et surtout des chansons anti-Dreyfusardes. Et on peut les écouter, elles ont été chantées, enregistrées, et on peut les écouter, qui montrent la violence dans le pays. On est tout de suite dans l'ambiance, on est plongé dans l'ambiance de l'époque. Et puis il y a une section qui montre aussi l'émotion à travers le monde. Il y a des articles, des caricatures venant des Pays-Bas, d'Allemagne, des États-Unis, des affiches dans toutes sortes de langues qui montrent cette émotion, qui dépasse la République et montrent quelle était la réputation de la France à travers le monde à l'époque. Est-ce qu'il y a des documents qui vous ont particulièrement marqué, vous qui connaissez bien cette affaire Dreyfus? Est-ce qu'il y a des documents qui sortent du lot, si j'ose dire, qui ont une émotion, une dimension émotive plus grande que les autres? Nous avons quelques pièces intéressantes, mais nous ne sommes pas un musée de collection. Un musée de collection est un musée qui aurait des pièces rares, etc. Nous sommes un musée qui a plutôt une vocation pédagogique. Mais il y a quand même des caricatures, je pense à ça. Les caricatures qui s'affichent sur les murs du studio, puisque vous avez maintenant des images, sont très nombreuses, et une visite approfondie prendrait au moins 2 heures, si vous voulez absolument tout voir et tout regarder. Et la vocation pédagogique, c'est de pouvoir emmener les jeunes des collèges et des lycées qui travaillent dans l'année sur le 19e siècle, l'affaire Dreyfus, et de les amener au musée, soit au début de leur travail, soit à la fin de leur travail. Et nous sommes associés à la région Île-de-France, c'est-à-dire les lycées, et au département des Yvelines, c'est-à-dire les collèges, pour que le musée soit quelque chose qui serve à former la jeunesse. Donc c'est à Médan, on rappelle que c'est à Médan, c'est au 26 rue Pasteur à Médan, c'est collé à la maison Zola, n'est-ce pas? C'est un pavillon annexe, mais c'est assez grand. La maison de Zola a été remise en état pour être aussi belle que quand Zola y était, et puis il y a un bâtiment annexe qui a été transformé et qui héberge le musée Dreyfus. Un rez-de-chaussée, un étage, et aussi un sous-sol voûté qui sera la classe de pédagogie où les enseignants peuvent venir avec des moyens audiovisuels modernes. Et puis, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est de montrer un petit peu ces documents qui permettent de comprendre pourquoi cette affaire a eu autant d'ampleur. Je pense notamment au flyer, entre guillemets, cette espèce de force de communication que le camp anti-Dreyfusard a eu. Ça, c'est assez fort. C'est scandaleux, évidemment, mais c'est très étonnant pour cette époque de voir à quel point ce camp anti-Dreyfusard communiquait là-dessus. Eh bien, d'abord, il y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, bien sûr. Donc, on communiquait par des prospectus, par des petits journaux. On communiquait aussi par des chansons de rue, comme je le disais. Oui. Et il y avait des publications dans tous les sens. Rappelons, par exemple, qu'un journal qui s'appelait l'Antisémite, un hebdomadaire, à l'époque, tirait à plus de 100 000 exemplaires.
dans une France de 40 millions d'habitants. Donc ce camp anti-Dreyfusard a eu une écoute décuplée par rapport au camp Dreyfusard. Le camp anti-Dreyfusard regroupait ceux qui étaient contre la République, donc le courant royaliste, le courant clérical, puisque la République va ensuite, en 1905, voter la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc on voit tous ces conflits qui arrivent. Il faut se souvenir que la République est passée à une voix et que le début de la Troisième République, qui a l'air majestueux avec Jules Ferry, Jules Grévy, etc., Jules Favre, va être en fait une période avec beaucoup d'agitation, dont l'affaire Dreyfus, puis l'affaire des fiches, etc., vont montrer tous les soubresauts. Vraiment un musée à aller voir de 7 à 77 ans, si j'ose dire. C'est à Médan, 26 rue Pasteur, 01 39 75 35 65, c'est le numéro. On va écouter, pour terminer, mais avant, vous allez nous parler du cercle Bernard Lazare, parce que il y a quand même cette ombre de Dreyfus qui y plane toujours. Vous allez nous dire un mot. Et juste après vous, on écoutera quelques mots d'Yves Dutheil, qui nous dit à quel point cette affaire Dreyfus, on rappelle qu'Yves Dutheil, c'est l'arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus. Il va nous dire à quel point eh bien, ça a marqué sa famille. Mais juste un mot, Dreyfus plane toujours sur le cercle Bernard Lazare dont vous êtes le président. Alors, le cercle Bernard Lazare, créé en 1954, a rencontré à sa création la veuve de Bernard Lazare, qui lui a survécu très longtemps, et elle nous autorisé à reprendre le nom. Donc nous sommes des héritiers de l'affaire Dreyfus, du bon côté, je dirais, et donc de Bernard Lazare. Un de nos fondateurs était le directeur de cabinet de Léon Blum à Matignon, et Mendes France est venu chez nous. Donc si je dis Bernard Lazare, Léon Blum, Mendes France, vous avez toute l'affiliation du cercle Bernard Lazare. Merci Joël Rochard. Je rappelle que vous êtes le président du cercle Bernard Lazare, trésorier du musée Dreyfus et président de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola. On écoute Yves Dutheil. Elle a marqué les consciences, et il faut savoir que dans une famille, quand on est un peu l'héritier d'une telle affaire nationale et d'une affaire qui a bouleversé la conscience du monde, on porte ça comme un fardeau, et en même temps, à un moment donné, on a envie de le porter comme un flambeau. On a envie d'apporter un autre éclairage, un éclairage qui manque à l'affaire, puisque Dreyfus, dès le départ, a été mis au secret, et que il a été le grand absent de toute l'affaire. Et donc, il fallait redonner un visage à Dreyfus, puisque l'histoire lui avait conféré cette image un peu antipathique, cette personne qui faisait un coupable idéal, alors qu'en réalité, sa vérité à lui, c'était d'être un homme très affectueux, un homme très proche de ses enfants, et un homme loyal, courageux. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Bien sûr, la chanson Dreyfus d'Yves Dutheil. Merci Joël Rochard, et à bientôt. Nous reparlerons bien sûr. Nous vous attendons tous au musée. Eh ben, on ira bien sûr à Médan, 26 rue Pasteur, Médan, le musée Dreyfus.